Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La carte est verte, le Bitcoin est complètement en pump, les autres cryptos suivent. Si vous êtes dedans, bien joué. Si vous n'y êtes pas, comme la majorité des gens, je pense, vous posez sûrement la question de que faire. Écoutez, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'on va essayer de répondre à cette question. En tout cas, je vais vous donner mon point de vue. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas profité de la situation. Le 14, donc aujourd'hui à 10h10, c'est vert, hein, c'est très très vert. Honnêtement, on s'attendait pas à des dingueries comme ça. Aptos, qui a fait plus qu'un x2, Gala aussi, Solana 77%. C'était déjà un peu plus évident parce qu'il était allé très bas. Bref, je continue pas sur ça. On a trois catégories, les raisons techniques, les raisons macro et potentiellement la stratégie que je peux envisager. On va commencer, je vous propose, par les raisons techniques. En résumé, on peut penser qu'il y avait plus trop de vendeurs de BTC quand on a atteint les 15 000, le plus bas, que graphiquement on avait une structure potentiellement, W Weekly, on ira voir, qu'il y avait un certain nombre d'indicateurs à suivre. On verra ça également sur le marché classique. Ce dont je vous parler également, c'est de FTX, c'est les indicateurs du dollar face aux autres monnaies et les taux d'intérêt. On parlera stratégie après. On est parti du coup. Donc au niveau du BTC, tout simplement, on voit en weekly quand même, garder en tête qu'on est en tendance baissière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Si on veut parler de tendance haussière, en fait, il faut clôturer au-dessus, donc demain soir là, clôturer au-dessus de cette zone-là, la zone des 21, 21,5. Il faudrait vraiment clôturer dans le haut de ce range que j'ai mis en jaune là. Ça, c'est le premier point pour que graphiquement, on ait une tendance haussière qui puisse être envisagée. Le W Weekly, c'est celui-ci tout simplement. Enfin, on avait déjà le crayon. C'était ça, hein. Il avait été observé par certains. Écoutez, ça semble être effectif en tout cas sur cette zone-là. Donc que faire? Attendre une cassure de ça, c'est une possibilité, qui est quand même franchement risquée parce qu'on est sur un actif qui a déjà fait en 2 semaines 25-30%. Donc ce à quoi on peut s'attendre en fait, c'est plus à une respiration. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il a passé du coup les 21, ce qui est complètement fou, et là il respire un peu. Et on devrait s'attendre en weekly à une petite respiration. Je n'arrive pas à dessiner, c'est parfait. Voilà, une petite respiration dans cette zone-là pour peut-être remonter. Ça, ce serait un point. Le deuxième, l'idéal pour recharger, si on est en tendance haussière, ce serait un retour ici, dans cette zone-là, là, entre 17 et 18, autour des 17,5 quoi, pour recharger encore une fois. Après, il y a certaines personnes qui vous diront, et c'est pas à négliger, que les dernières fois où on a eu des belles hausses comme ça, on a eu derrière des catastrophes. Vous voyez, là on a eu FTX, on a eu Terra ici, donc vous voyez, on a eu 2 belles semaines de hausse, et bim, c'était catastrophique. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. La réalité, c'est que le marché en fait anticipait, on va aller au 12, on va aller en dessous, et en fait, il n'y avait plus personne pour vendre. C'est ça que je veux dire quand il n'y a plus de vendeurs, c'est que là, il n'y avait plus personne pour vendre, il n'y avait plus de volume vendeur, les gens finissent par racheter. Donc vous voyez quand même que les volumes ne sont pas si énormes que ça, hein, par rapport aux ventes qu'on a eues là. Là, on n'est pas sur des volumes de dingue, et pourtant, le prix pump complètement parce que le cours était bas. Il y a certainement aussi beaucoup de leviers dans le tas, qui font du coup, enfin les leviers à la baisse, les shorters se font liquider du coup. Et voilà, on a cette premier aspect graphique pour BTC. Les choses qui sont intéressantes à noter, c'est que là on est le SP500, donc les 500 plus grosses capitalisations en Amérique, on sait que le BTC a tendance à suivre cet indicateur-là. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis octobre, c'est ça, depuis mi-octobre, on est sur une petite tendance haussière, depuis du coup 3-4 mois. On est sur un regain, vous voyez, avec des plus hauts qui sont plus hauts, des plus bas qui sont plus hauts. Et donc théoriquement, le BTC aurait dû suivre, mais il y a eu FTX qui nous a complètement fumé la tendance. Par contre, en tendance long terme, attention, sur le, sur l'SP500, on est toujours en baisse, hein. Vous voyez là, le plus haut qui est ici, il n'a pas encore clôturé au-dessus de ça, celui-là non plus. Donc il faut quand même qu'on repasse au-dessus de cette valeur-là, 4200, 4300, pour parler réellement de tendance haussière. Mais voilà, on voit quand même que depuis octobre, ça monte, et donc ça peut expliquer le BTC qui est peut-être juste en train de rattraper ça en fait, hein. C'est peut-être juste ça qui nous fait. Donc à voir quand même. Et enfin, c'est l'indicateur en fait, du dollar par rapport à d'autres monnaies. On voit qu'il est en baisse en fait depuis octobre, donc vous voyez c'est vraiment en corrélation avec la hausse du SP500, donc des valeurs actions en Amérique, et qui aurait dû du coup euh, affecter aussi notre Bitcoin et tout le marché crypto. Pourquoi? Parce qu'en fait celui-là, il dépend des taux
en fait pratiquée, donc là aux US, c'est tout simple à comprendre, plus les taux sont élevés et plus les anticipations de taux sont fortes, plus les investisseurs se disent ok, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les taux vont continuer à monter, les taux vont être élevés, donc il y aura un rendement sur ces taux-là, vous voyez, vous allez acheter des obligations, des trucs en fait qui sont pas risqués, mais qui rémunèrent beaucoup parce qu'en fait les taux augmentent. Et donc on anticipe ça comme ça, et c'est ce qui fait en fait la valeur du dollar par rapport au reste. Là, on a anticipé une baisse des taux ou un plafond, donc les investisseurs se disent que ça va être moins intéressant parce que la hausse va baisser, parce que la hausse va ralentir, parce que même ça va potentiellement se retourner, et donc ça va être plus intéressant, ça va être plus rémunérateur tout simplement d'avoir des actions, et donc la valeur de DXY baisse. Donc au niveau sinon des raisons plus classiques au niveau des informations, on a tout simplement depuis début janvier des annonces sur des remboursements potentiels pour les investisseurs de FTX, pas les investisseurs, les gens qui avaient de l'argent sur FTX et qui avaient perdu leurs fonds tout simplement. Donc c'est quelque chose dont on parle depuis un moment. Et voilà, on avait eu ces informations sur le Japon. On avait eu notamment là tout récemment des confirmations sur FTX qui aurait levé, je crois que c'est autour de 5 milliards pour rembourser du coup 5 milliards pour rembourser du coup les clients. Et donc ça c'est hyper positif parce que ça permettrait en fait combler le gap qu'ils ont créé. Du coup très très positif, très rassurant. Et j'imagine que ça a contribué à l'euphorie qu'il y a eu. Donc pour continuer sur ça, on va regarder juste le taux d'inflation. Donc le taux d'inflation c'est la hausse des prix tout simplement. Hein. C'est un panier de produits qui est pris, de panier de services, et on estime en fait combien il coûtait par rapport à il y a un an, par rapport à il y a un mois. Donc là c'est sur un an les hausses de taux. Au plus haut ça a pris presque 10%, et on est en baisse. On est en baisse parce que il y a une hausse des taux qui du coup limite la consommation tout simplement, parce que c'est plus cher d'emprunter. Donc si c'est plus cher d'emprunter, les gens vont moins acheter de logements, ils vont moins faire de microcrédit, surtout aux US, ça fonctionne très comme ça sur le crédit. Donc du coup, on a une baisse de l'activité, en gros ce qu'on nous dit, et ça c'est favorable en fait pour le marché parce que ça veut dire que si on arrive à retourner sur une inflation qui est à peu près contrôlée, autour de 3%, et bien la hausse des taux va se calmer aussi parce que ça veut dire qu'elle aura été suffisamment effective, et du coup ça va être favorable pour le marché action. Donc ça c'est un point positif, c'est qu'on a vu que l'inflation avait baissé. Suite à ça du coup on a l'information sur la hausse des taux. Donc plus la Fed monte ses taux, moins c'est bon, mais on s'attend en fait à ce que ça arrête de monter. Vous voyez que historiquement on a eu en 2007 5,25, on a eu en 2006 et demi. Là on table en gros sur quelque chose à 5, donc là donc une hausse de 25, une deuxième hausse de 25, certainement en février et en mars-avril, et ça devrait s'arrêter là. En gros, c'est ce qu'on anticipe. Puis après, il y aura un plateau. À noter que ça peut durer longtemps. Vous voyez que par exemple là, le plateau, on le voit pas bien graphiquement, mais en fait, c'est un an. Pendant un an, ça n'a pas bougé. Après, ça a baissé. Donc là, le point intéressant, c'est que tout le monde se dit que ça va se calmer là, et donc on anticipe que ça va être positif pour la suite du marché action et donc du marché crypto. Potentiellement, ça peut continuer à monter. On verra bien. On verra bien ce qui se passera. Mais pour moi, les anticipations sont là, d'où euh, du coup la hausse sur le marché crypto. Je vous montre rapidement le taux d'intérêt français, enfin européen, parce que c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez que nous, c'est assez différent, et surtout, on n'a pas eu en fait de remontée depuis 2014, là où le taux US, lui, avait remonté un petit peu avant de rebaisser. Et donc, nous, la hausse a été plutôt violente. Sachez qu'on est en retard par rapport aux US, mais c'est toujours le cas. On est qu'à 2,5 là où eux sont à 4,5, et qu'on va potentiellement continuer à monter par contre. Pour nous, ça va être moins drôle parce qu'on va peut-être aussi aller jusqu'à 4,5 voire 5, et que ça va prendre beaucoup plus de temps pour baisser. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne en Europe en général, on est en retard. Et enfin, on va parler du coup de ma stratégie, maintenant qu'on a vu un peu les raisons, en tout cas ce qui me semble être pertinent. Si vous êtes in, c'est-à-dire que si vous avez acheté des cryptos sur un peu les plus bas, quand le Bitcoin était autour de 15-16 000, déjà bien joué à vous, parce que vous faites partie des rares qui ont eu la bonne, euh, la bonne attitude là, c'était pas du tout évident. Tout le monde pensait que ça allait continuer à baisser. Je vous invite à mettre des stop-loss. Je m'explique, hein, on va prendre n'importe quel crypto. Donc là, par exemple, sur le mois, vous avez, disons, acheté ici, autour des 3 à 4. On est à 7, on est à 8. Mettez un stop-loss. Mettez un stop-loss autour de 5, 6. Voilà, comme ça. Vous prenez vos bénéfices. Pas forcément la totalité du stop-loss, vous voyez, mais vous êtes à 6, vous êtes en x2. Vous mettez la moitié de votre position en take profit, ou en stop-loss, du coup, vu la situation. Si ça continue à monter, vous en profitez. Si ça baisse, vous aurez fait un x2 et vous serez content. Voilà. Ça, c'est la stratégie simple, mais je pense que vous l'avez déjà. Deuxième stratégie, parce que vous n'êtes pas dedans. Et donc là, la logique, en fait, elle voudrait tout simplement qu'on attende. D'accord?
Je m'explique, on a eu une hausse, théoriquement, il va y avoir un retracement. Donc là, on a eu une hausse de fou, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On s'attend à ce que le marché, il respire un peu, qu'il range un peu. Vous voyez, on voudrait un truc qui fait un peu ça, et ensuite qui repart. Donc en fait, l'idée, c'est d'acheter dans cette zone-là. L'idéal, c'est là, mais ça fait bas. Donc l'idée, c'est potentiellement de DCA dans cette zone-là. Mais rien ne nous garantit que c'est ça qui va se passer. Ça, par contre, c'est la chose logique à faire, c'est d'attendre. Deuxième stratégie, vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas envie d'attendre, vous vous dites que ça va pump. C'est la stratégie beaucoup plus dangereuse, gambling, c'est de chercher les projets qui n'ont pas encore trop pump. Après, faut se dire aussi que s'ils n'ont pas pump, il y a peut-être des raisons. Mais du coup, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder en monthly ou en weekly quels sont les projets qui n'ont pas pump. Donc on enlève tous les stablecoins, on enlève les trucs qui sont adossés à l'or, le Pax de l'or, tout ça. Donc il y a le FLAR, on n'en parle pas pour le moment parce qu'en fait il vient d'être airdrop, mais il y a peut-être quelque chose à jouer dessus. Et on regarde en fait les projets qui sont potentiellement des bons projets, parce qu'on va se mettre en spot, et si ça se casse la figure, ce sera quand même des projets qui sont assez solides, et qu'on ne sera pas déçu d'avoir gardé si leur valeur baisse. On voit que les tokens type plateforme d'échange, échangeur, tout ça, Nexo ici, Unusleo, on a quoi d'autre? On a, j'avais vu qu'on avait, voilà, OKC, BNB, tout ça, ça n'a pas trop pris. Moi, j'irai pas forcément dessus. Enfin, BNB, oui, hein, c'est une bonne valeur, mais le reste, j'irai pas forcément dessus, à vous de voir. Moi, j'irai plutôt chercher des projets vraiment solides dans lesquels je crois. Il y a Kant. Kant, vous voyez, ça n'a pas trop perf, et c'est un très bon projet. IOTA, je pense que c'est pas trop mal. Monero, c'est correct, mais j'irai pas forcément dessus. XRP, s'il gagne avec la SEC, ça va être fou. Donc, potentiellement un peu. Litecoin, pourquoi pas, mais c'est un peu ancien. Et j'irais, bon, EOS, peut-être. Radix, j'ai pas étudié, je connais pas encore bien. Chainlink, excellent. Chainlink, oui. Stack, c'est pas mal. Voilà, je ferai une liste comme ça. Algorand, moi j'aime bien. Après Algorand, j'en ai déjà un peu. J'irai là-dedans, vous voyez, des projets qui ont fait moins de 20% et qui ont des perfs sympas. Multivers X, why not? Dogecoin, si vous y croyez. Après, il a eu un historique un peu particulier, là, vu qu'il a fait un gigapump. Donc il est un peu en train de digérer, donc j'irai pas forcément sur ce genre de situation-là. Voilà, je me ferai une liste comme ça de projets qui peuvent pump et qui n'ont pas trop pump. Après, j'irai étudier un peu plus en détail graphiquement, je me remettrai un peu sur les fondamentaux que vous pouvez trouver pour l'essentiel sur ma chaîne. Et je me dirais, ok, c'est des cryptos qui n'ont pas encore pump, donc qui peuvent pump si le cours continue de monter, surtout celui de Bitcoin, et qui, si la situation se retourne, et donc que je me retrouve en baisse parce que je les ai achetés trop haut, restent des fondamentaux dans lesquels je crois, qui sont solides, et qui du coup ne me posent pas de problème de les garder parce que j'ai la conviction dans un prochain bull run, dans les prochains mois, prochaines années, ils reprendront la valeur parce que la valeur ajoutée est intéressante. Voilà, ce serait ça ma stratégie. Je ferai peut-être une vidéo, j'étudierai peut-être la chose de façon détaillée, et je vous ferai peut-être une vidéo avec un top de ce genre de projet-là. Éventuellement aussi aller voir dans des capitalisations plus basses au niveau du top 100, donc au niveau du top 200, du top 300. À réfléchir du coup. C'est ce que je vous proposerai en tout cas comme stratégie. Et voilà globalement tout ce que je voulais vous dire sur la hausse qu'on a actuellement et sur comment se positionner. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.